Dallas! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de spiritualité africaine et de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je discute souvent beaucoup avec beaucoup d'autres gens et c'est toujours un sujet qui revient tout le temps. Et donc, je pense qu'il est important que moi je souligne ça parce que c'est vraiment ma perspective et je pense que ça sera peut-être utile pour beaucoup d'entre vous. Et c'est tout simplement que la spiritualité africaine est une spiritualité qui continue de se développer. C'est pas une spiritualité qui est figée dans le temps, qui est figée dans le passé. C'est une des raisons pour laquelle ce n'est pas une spiritualité qui est écrite. Et je pense que c'est important. C'est pour ça qu'on n'écrit pas la spiritualité. Il n'y a pas de livre sacré que vous allez retrouver sur la spiritualité africaine. Et moi, je parle de la spiritualité africaine subsaharienne, si vous voulez, ou par rapport à la différence qu'on peut trouver, par exemple, avec Kemet. Et même à Kemet, les papyrus, c'est des choses qu'on peut retrouver, le livre des morts et tout ça, les hiéroglyphes et tout. C'est pas toute la spiritualité. Ce ne sont pas toutes les expériences de l'ancienne Égypte qui ont été gravées. On a gravé l'essentiel, mais souvent l'essentiel n'inclut pas le plus important. L'essentiel, c'est le minimum que les gens devraient connaître et savoir. C'est pas tout ce qu'on a à voir, c'est pas toute la science, c'est pas tous les secrets, c'est pas toutes les pratiques. Donc je pense que c'est important de prendre ça en considération. Et puis, pour nous, en tout cas pour moi, la spiritualité africaine ne te demande pas de revivre le passé et de revivre dans le passé. Au contraire, elle te demande d'avancer, elle te demande de continuer à construire et à bâtir. En ayant conscience du passé, comme ça le passé peut informer ton présent et ton futur, mais toi en vivant dans l'époque où tu viens. Donc je pense qu'il y a souvent cette espèce de retour où les gens veulent faire un retour et être figés il y a des milliers d'années en Égypte antique, sans vouloir en fait accepter le fait que vous êtes ici en 2018, vous n'êtes pas en Égypte, vous habitez peut-être en Europe ou en Afrique ou ailleurs, donc vous n'êtes pas dans le contexte là, vous n'êtes pas à côté des pyramides, vous n'allez pas faire des rituels qui doivent être faits dans cet environnement-là. Donc il faut bien comprendre aussi la contextualisation qui vient avec la spiritualité africaine. Si la culture malienne est différente de la culture qu'on retrouve au Zimbabwe ou en Namibie ou à la pointe chez les Xhosa, chez les Bamileke, chez les Maasai, c'est pas pour vous embêter, c'est pas non plus pour faire des guerres ou quoi que ce soit. C'est parce que la spiritualité africaine, la culture africaine émane d'un environnement qui est précis, d'un environnement qui est donné. Il y a des choses, des pratiques que vous n'allez pas pouvoir faire au Sénégal et puis les reproduire dans le cœur de la forêt au Cameroun. Parce que c'est pas le même environnement. D'un environnement du désert à un environnement super humide, les plantes ne vont même pas être les mêmes. Donc même si vous aviez en tête de faire exactement ce que vous vouliez faire, ça ne va pas être possible. De même, même si vous vouliez justement pratiquer votre spiritualité en Europe exactement telle que vous la pratiquez en Afrique, vous allez avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas le même environnement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que la culture, la spiritualité émane aussi d'un environnement. L'Égypte n'aurait pas été ce qu'elle a été si elle n'était pas placée dans l'environnement précis où elle était. Et on le sait qu'avec les pyramides et les obélisques et tout ça, ça ne pouvait pas se faire ailleurs. Ces pyramides-là qui ont été construites là-bas ont été construites là-bas à cause justement de l'environnement précis qu'elles apportent. Donc, si vous habitez en Europe, vous n'allez pas pouvoir pratiquer une spiritualité africaine qui va être la même que celle du Sénégal, qui va être la même que celle en Côte d'Ivoire ou au Kenya ou ailleurs. Parce que l'environnement lui-même n'est pas le même. Et je pense que ce serait vraiment vous rabaisser de ne pas reconnaître ça. Parce que on voit maintenant l'ingéniosité dans notre peuple. Lorsque nous, on arrive dans un environnement qui est nouveau, on a même bien sûr les connaissances qu'on avait de l'autre environnement, mais on s'adapte. On s'adapte, on commence maintenant à connaître l'environnement dans lequel on va évoluer, on va vivre. On commence à y reconnaître quelles sont les plantes qu'on peut utiliser, pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser ici. Est-ce qu'il y a des plantes qui poussaient chez nous et qu'on retrouve aussi dans l'environnement? Qu'en est-il de l'humidité? Qu'en est-il du soleil? Qu'en est-il de ci, de ça? On regarde qu'est-ce qu'on peut manger et qui nous sert et qui va nous nourrir. Et je pense que parfois c'est trop facile de juste vouloir faire du copier-coller. On prend, oh moi j'ai une Côte d'Ivoire, plaf, je placarde tout et j'applique ça partout où je vais, sans même prendre compte de l'environnement. Je me dis, ok,
On utilise du beurre de karité chez moi au Sénégal, je vais juste faire venir du beurre de karité ici en Europe. Et pour moi, ce sont des approches qui sont trop faciles. C'est des approches qui relatent du fast-food. Parce qu'on ne comprend pas que c'est pas dans toute l'Afrique qu'on utilise le beurre de karité pour se soigner, pour se prendre soin de sa peau ou de ses cheveux ou pour manger. Ça dépend de l'environnement où vous êtes. Et chaque peuple, chaque ethnie a justement une perception de l'environnement et a utilisé certaines choses d'une certaine manière par rapport à l'environnement où il se trouve. Et ça nous donne une richesse. Au lieu que vous ayez à connaître tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe même sur le territoire d'un pays donné, non, vous pouvez tout simplement aller vers l'ethnie qui, elle, a eu des générations qui ont de l'expérience dans cet environnement-là, de l'expérience dans ce territoire-là. Et eux, ils peuvent partager avec vous les connaissances qui vont vous permettre de survivre dans ce territoire-là, de vous épanouir dans ce territoire. À vous maintenant de prendre aussi ces choses-là, d'y ajouter aussi par rapport aux connaissances que vous avez, d'échanger avec eux. Mais il faut comprendre que ça demande justement de cet effort. Et donc quand on regarde les populations noires qui sont partout dans le monde, on voit que partout déjà, pendant toute l'Afrique, tous les peuples africains, toutes les ethnies africaines, qu'elles soient du nord au sud, de l'est ou de l'ouest, elles ont développé une culture basée sur l'environnement où elles se trouvent. C'est un travail qui vient avec. Donc on n'arrive pas juste quelque part et on ne fait rien. On arrive sur un territoire, on apprend le territoire, on découvre les plantes, d'autres vont chercher des choses à manger, d'autres vont regarder l'atmosphère, la température, le fonctionnement avec la lune, les angles de la lune et du soleil, la position des étoiles dans cet environnement-là, à partir de cet environnement-là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a toute une recherche qui est faite, il y a toute une expérimentation qui est faite, pas par tous les membres de la communauté, parce qu'il y a des membres qui doivent s'occuper des choses mondaines, comme s'assurer qu'on puisse bâtir des maisons, pour construire fabriquer des habits, etc., etc. Donc c'est pas que tout le monde doit faire ça, mais c'est qu'il y a des personnes données qui vont justement être plus attirées pour faire ce travail-là. Et ce travail-là est important, il est primordial. Et donc quand on regarde les populations ailleurs, on voit par exemple, on s'en va en Inde, les populations noires qui sont en Inde, qui sont sorties de l'Afrique et qui sont arrivées en Inde, elles ont à elles développé une culture qui leur est propre. Oui, il y a toujours une base de l'Afrique parce qu'elles ont amené ces connaissances-là dans cet environnement-là, lorsqu'elles sont parties dans cet environnement-là, mais elles ont appris cet environnement-là, elles ont appris de cet environnement, elles ont découvert d'autres choses qui leur permettent maintenant de vivre dans cet environnement-là et de s'épanouir dans cet environnement-là, et de développer une culture qui devient maintenant une culture qui est différente, qui devient une culture qui devient une autre branche de la culture. Et on peut le voir aussi, par exemple, si on regarde la Jamaïque, avec les afrodescendants qui se sont retrouvés là-bas, ils ont développé une culture qui est différente. Ils ont regardé quelles sont les ressources sur l'île, quels sont le genre de boissons qu'ils peuvent faire avec, la musique qui va pouvoir traduire aussi leur culture. Ils ont recréé une culture, oui, qui a un fond, une base africaine, mais qui se tient de son propre droit, de son propre chef. Et vous pouvez aller dans plusieurs autres endroits où les populations noires ont été, elles ne se sont pas contentées de juste placarder ce qu'elles connaissaient, elles se sont intégrées, adaptées à l'environnement, si bien qu'elles ont appris de l'environnement pour connaître les choses qui vont leur permettre de survivre, de s'épanouir, de se développer, de développer une culture, de pouvoir y élever leurs enfants, leurs familles, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que je tenais à dire que il est important qu'on comprenne cette contextualisation, l'écologie qui est derrière notre culture. Le fait que la culture africaine, dans son essence, est en harmonie avec la biodiversité, avec l'environnement. Parce que nous, on s'adapte à l'environnement, on vit en harmonie avec l'environnement. Et c'est pour ça que des choses comme faire venir des produits d'ailleurs, des produits qui sont loin d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est dans le fondement de la culture. Et bien sûr, il y a des marchands, des voyageurs, c'est à petite échelle. On y fait pour goûter ce qui vient d'ailleurs, pour comprendre ce qui est d'ailleurs. L'étranger arrive, il nous montre les choses qu'il amène de chez lui, qu'il peut nous vendre, bien sûr. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est bien différent de la société de consommation qu'on connaît aujourd'hui. Justement, moi, je vois qu'elle a les cheveux longs, elle utilise telle chose, je veux utiliser ça aussi.
Peu importe le fait que quelqu'un qui est par exemple au Sénégal avec des longs cheveux et qui utilise du beurre de karité, il y a de la génétique derrière ça. Il y a le fait qu'elle vit dans un environnement où le beurre de karité pousse, le fait qu'il y a l'environnement lui-même, là où elle vit, a un certain niveau d'humidité, un certain niveau d'exposition au soleil, une exposition au soleil qui est sous un angle spécifique, etc., etc. Et lorsque vous venez juste prendre ces produits-là pour les utiliser, vous les enlevez de leur environnement où ils étaient. De deux, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que cette personne-là. Et de trois, ça peut créer justement des pressions environnementales, où maintenant les gens vont être forcés de produire du beurre de karité en grande quantité, parce que maintenant toutes les femmes dans le monde en veulent. Après, la deuxième chose, c'est d'aller ailleurs, de trouver autre chose, où les gens vont commencer à produire ça en masse, vont créer un déséquilibre écologique, un déséquilibre environnemental, parfois même causer la disparition de certaines autres plantes. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et c'est des choses qui vont à l'encontre de notre culture. Dans notre culture, on nous apprend qu'on est là pour vivre en harmonie avec la nature. On nous apprend aussi qu'on a l'ingéniosité de pouvoir justement connaître l'environnement dans lequel on est et d'y puiser les choses qui vont nous servir, qui vont nous aider. Et je pense qu'on a encore cette ingéniosité. Je pense qu'on est encore capable de faire ça. Il suffit juste d'y penser, il suffit juste d'y s'y mettre, il suffit juste de donner les moyens à ceux parmi nous qui sont intéressés à faire ça, à le faire. Donc par exemple, pour ceux qui sont en France, ce serait de regarder dans l'environnement français, dans les différentes campagnes françaises, quels sont les produits du terroir qui peuvent être utilisés pour les personnes de couleur, pour les cheveux crépus, pour la peau mélanée, peau pleine de mélanine. C'est de voir dans l'environnement où vous habitez en Italie, de voir quelles sont les plantes qui poussent dans votre environnement qui peuvent être bénéfiques. On sait déjà que l'huile d'olive l'est, mais de regarder quelles sont les autres plantes qui sont là, qui peuvent être utiles. Utiles justement en puisant dans vos propres connaissances africaines, en sachant que nous, on utilise les noix, on utilise différentes plantes, différentes classifications de plantes, pour différentes fins. Et de voir, y a-t-il ces plantes-là dans cet environnement-là? Ces plantes-là poussent-elles déjà dans l'environnement où on est? Et les plantes qui poussent dans l'environnement où on est, qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient pour nous? Est-ce qu'elles nous sont bénéfiques? C'est une chose qu'on peut faire avec les plantes dans l'environnement, mais c'est aussi une chose qu'on peut faire avec la nourriture. On dit, est-ce que la pizza m'est bénéfique? Comment je me sens après avoir mangé une pizza? Il est bien possible que la pizza peut être le plat préféré d'une personne mélanée, et que la pizza vous donne plus d'énergie, dépendamment de votre métabolisme, de comment vous êtes particulier comme individu et non pas groupe, de comment est-ce que vous vous ressentez. Et donc c'est un effort qu'il faut faire. Il faut, dans l'environnement où on est, se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement que je peux utiliser, qui peut m'aider, qui peut être là à bon escient. Parfois, c'est beaucoup plus judicieux que de faire venir des choses du bout du monde. Donc, c'était juste quelque chose à prendre en considération. Et je pense qu'on a assez de talent, on a assez d'ingéniosité pour pouvoir faire cet effort-là. Et que les communautés qui sont africaines ou afro un peu partout dans le monde ont cette ingéniosité. Et qu'il nous suffit maintenant d'y penser et de le faire pour voir combien on peut, à travers cette démarche de voir quelles sont les plantes qui peuvent marcher pour les cheveux naturels, les cheveux des crépus et qui poussent dans cet environnement-là, qu'on peut utiliser. Et en faisant ça, on apporte non seulement à notre propre culture, mais on apporte à l'humanité. Parce que ça fait une pièce qu'on rajoute au puzzle qui est l'humanité entière. Et on contribue en même temps, dans l'environnement où on est, à un essor. Un essor tant pour aspirer les autres à faire de même dans d'autres domaines, à amener une contribution, à amener quelque chose de nouveau, à amener quelque chose d'innovateur, quelque chose aussi qui va aider, qui va être utile, et à motiver les autres à faire de même. Non pas à toujours vouloir plaquer, coller, voir ce que les autres ont fait et copier, recopier et refaire exactement ce que les autres ont fait, mais plutôt penser à comment est-ce qu'on peut apporter notre propre pierre, contribuer nous-mêmes à l'essor et à l'avancement des choses. Donc, j'espère que vous allez prendre ça en considération. Bien sûr, engagez la discussion en dessous avec vos commentaires, vos suggestions, et puis moi je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.